Hola, que tal mes petits dinosaures? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va repartir sur un des vieux sujets qu'on a traités. J'ai nommé les jeux vidéo et leur impact sur la cognition. Mais replantons d'abord un peu le décor. En 2019, avant que ne débute la fin du monde donc, j'avais décidé de proposer une thématique sur les jeux vidéo et leur lien avec la cognition. Le projet Raptor Neuropsy n'existait même pas encore. Cette inspiration m'est venue de mes longues heures passées sur le jeu qui, à l'époque, était le dernier en date de la franchise The Legend of Zelda. J'ai dénommé le bien-aimé Breath of the Wild. C'est en avançant sur les quêtes et en parcourant les paysages que l'idée a fini par germer. Mais c'est-à-dire que mes fonctions cognitives sont mises à rude épreuve ici. On va donc faire aujourd'hui une brève introduction sur la neuropsychologie et les fonctions cognitives, très brève. Si vous voulez plus de détails sur ces contenus-là, tout est sur notre site internet raptorneuropsy.com, onglet neuropsychologie. Ensuite, très rapidement, nous entrerons ensemble dans l'univers des jeux vidéo, quels sont leurs avantages, quelles sont leurs limites, quelle est leur histoire. Et pour finir en beauté, nous observerons notre cognition à l'œuvre au sein du jeu précédemment évoqué. Alors embarquez avec moi vers le royaume d'Hyrule. Ah! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. Que la pousse à mouille. Noni. Bon, ça on va la faire très brève. La neuropsychologie, c'est une discipline de la psychologie, une spécialité parmi toutes les autres, qui va observer, analyser le lien entre notre cerveau, notre cognition, nos émotions et nos comportements. Les neuropsychologues vont alors avoir pour mission de mettre en évidence le profil cognitif des personnes, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs faiblesses, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler, qu'est-ce qu'il y aurait comme point fort. Et l'idée va être ensuite de faire le lien entre toutes ces choses-là et les difficultés que la personne rencontre directement dans sa vie quotidienne. L'objectif va être ensuite de réfléchir ensemble à des pistes d'accompagnement qui pourront aider, apporter quelque chose à la personne concernée. Ça peut être mieux apprendre ses cours, se concentrer pendant des réunions, arriver à retenir des conversations, arriver à regarder un film, à lire sans devoir revenir à chaque fois en arrière, etc., etc. Les fonctions cognitives sont des capacités qui nous permettent d'interagir avec notre environnement au quotidien. On y retrouve la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives pour l'adaptation aux nouveaux problèmes, etc., mais aussi la cognition sociale, la métacognition ou encore les fonctions de perception visio-spatiale. Encore une fois, pour en savoir plus, je vous invite sur tous les contenus qu'on a déjà fait précédemment depuis 2 bonnes années et demie sur le Raptor Neuropsy. Dans les années 70, les divertissements que sont les jeux vidéo apparaissent petit à petit au fur et à mesure que les générations de consoles se succèdent. Au fil des années, ils sont de plus en plus variés, colorés, immersifs, parfois même très réalistes. À l'heure où j'écris ces lignes, la PS5 et les Xbox Series sont la 9e génération de consoles. Parue en 2017, la Nintendo Switch fait quant à elle partie de la génération précédente. Et c'est sur cette console que ça se passe tout ça. Bref, parti de pas grand chose, les jeux vidéo se sont hissés sur une forte place en ce qui concerne le divertissement. Il y en a pour tous les goûts, en famille, en amoureux, entre amis, en solo, etc. Les jeux vidéo sont constitués d'une myriade de genres, à commencer par exemple par les jeux de gestion dans lesquels on retrouvera Roller Coaster Tycoon, SimCity ou encore les célèbres Sims. Ensuite, on aura des jeux de plateforme comme les classiques Mario et Sonic, les jeux de tir à la première personne comme Doom à l'époque ou Counter-Strike et les nombreux Call of Duty. Je peux vous parler aussi de jeux de réflexion avec Tetris, Bomberman ou encore Cerebral Academy pour ne parler que d'eux. Plus récemment, on a l'essor de genres tels que les arènes de bataille multijoueurs en ligne, comme celui qu'on ne présente plus, League of Legends, LOL. Et on y retrouve aussi Smite ou encore Dota 2 pour celles et ceux qui connaissent. Et comment parler des jeux vidéo sans parler des MMORPG? Meuporg, ça s'écrit MMMPORPG. Non. Donc des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs au sein desquels on retrouvera le célèbre et l'inénarrable World of Warcraft.
et pour les plus âgés d'entre nous, Dofus par exemple. Ensuite, on aura les jeux de rôle, les fameux RPG avec une bonne... Mais ta gueule! On aura ensuite les fameux jeux de rôle, les RPG, avec par exemple toute une myriade de jeux de la série des Zelda, mais aussi les Elder Scrolls, je pense à Oblivion ou à Skyrim, et aussi certains Final Fantasy. Et si je vous dis agrippez-vous au Battle Bus et préparez-vous à descendre, je vous parle des jeux de type Battle Royale. À la fin, il n'en restera qu'un. Bien entendu, vous entendez bien ici Fortnite, mais c'est également PUBG, ou encore Apex Legends. Age of Empires, Starcraft, Dungeon Keeper, ce sont des jeux de stratégie cette fois. Puis si vous avez envie d'un petit peu de frisson, on a les Survival Horror avec les Resident Evil, Silent Hill ou encore The Forest. Sans oublier de parler de la série des Dead Space qui m'a quand même bien fait flipper. Les jeux action-aventure avec Don't Starve, Prince of Persia, les Zelda encore une fois. Parce que oui, des jeux peuvent appartenir évidemment à plusieurs genres, plusieurs familles de jeux. Et enfin, on va terminer gentiment avec les jeux de type bac à sable, comme le Animal Crossing ou Stardew Valley, ou le très célèbre, plus vendu à travers le monde, Minecraft. Et depuis quelques décennies, évidemment, de nombreuses recherches se sont penchées sur la question suivante: est-ce que les jeux vidéo peuvent avoir un impact bénéfique sur notre cognition? Est-ce que ça fait chauffer les neurones dans le bon sens du terme? Allez, on se lance! Let's go! Amélioration de l'attention visio-spatiale, des temps de réaction, de la vitesse de lecture pour les enfants qui souffrent de dyslexie. Amélioration également des capacités d'alerte, donc une partie de l'attention chez les personnes âgées. Une amélioration de la flexibilité, de la prise de décision, de la résolution de problèmes. Bref, on fait face à de potentiels outils qui seraient utilisables en remédiation cognitive, avec pourquoi pas transférabilité, apprentissage des acquis dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est le plus important, on répète. Une équipe de chercheurs de l'École Polytechnique de Montréal et de l'Université de Montréal, balle bonjour à nos amis de Québec, nous propose dans le champ de la cyberpsychologie d'aller explorer un peu ces petits effets. Les jeux vidéo, sur PC, en ligne, sur console, sur téléphone, seraient bénéfiques sur notre cognition. Ils pourraient améliorer notre capacité à traiter l'information rapidement et diminuer potentiellement le déclin cognitif chez les personnes plus âgées. Lorsque l'on parle de remédiation cognitive, on peut utiliser des smart games ou encore des serious games, des jeux sérieux. Par exemple, des jeux qui abordent la théorie de l'esprit et les émotions pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. On peut utiliser aussi des exerg games qui sont basés sur l'exercice physique et le jeu, par exemple chez les personnes âgées, et encore des outils, des logiciels aussi de réalité virtuelle pour l'immersion, pour entraîner, tester des choses dans le quotidien des personnes. Et ça c'est pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne avec Sébastien Serlet, neuropsychologue. Je vous invite à retrouver la vidéo là où elle doit aller. Et si on parlait maintenant du jeu qui nous intéresse, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Donc le jeu fait partie de la saga des jeux Legend of Zelda, et il nous propose d'incarner ici Link qui se réveille après une centaine d'années de sommeil complètement amnésique. Une mystérieuse voix le guide pour lui suggérer d'aller éliminer Ganon, le fléau. Les événements de cet opus se déroulent donc dans un royaume d'Hyrule qui est devenu complètement désolé, qui est peuplé de monstres en tout genre et qui est jonché de ruines. C'est alors là tout ce qui reste de l'ancien beau et prospère royaume d'Hyrule. Pour comprendre ce qui s'est passé, Link va devoir faire appel à de nombreux personnages qu'il va croiser au cours de son voyage. Pour retrouver ses souvenirs et sa mémoire perdue, notre jeune Link va devoir explorer le monde en passant par le désert, les zones montagneuses, la mer, le sable, la jungle, les petits villages, les plaines, etc. Il va alors devoir apprendre à tirer parti de ce que lui offre la nature, ingrédients, ressources, objets cachés, de manière à pouvoir revenir plus fort et affronter le fléau Ganon et sa horde de monstres. Mais que vient faire la neuropsychologie dans tout ça? C'est une excellente question. Eh bien, on est dans un monde ouvert avec des énigmes, de la survie, des échanges, du commerce, de la recherche, des combats, bref, une histoire aussi. Et tout ça, c'est du pain béni pour entraîner nos fonctions cognitives. On se balade donc dans un monde ouvert avec une exploration visuelle, de la planification puisqu'il faut gérer des voyages, ses temps d'escalade, sa barre d'endurance, s'adapter au climat en s'habillant en conséquence, et aussi porter son attention à des objets cachés, des indices, des ennemis, etc.
On retrouvera aussi des énigmes avec le besoin d'utiliser ses capacités de raisonnement pour arriver à défaire les nombreux puzzles qui seront situés dans les sanctuaires que nous trouverons notamment sur toute la carte. C'est aussi de la planification, du visio-spatial parce qu'il y aura du mouvement, des liens de cause à effet, des rotations, c'est savoir s'orienter dans l'espace notamment. On utilisera aussi les praxis avec des fois une demande d'exécuter des gestes très précis et très adroits. Et enfin, je pense ici à la mémoire, parce qu'il va falloir parfois emmagasiner des informations pour trouver des réponses aux différentes quêtes. De la survie évidemment, puisque vous arrivez sans rien sur le plateau d'Hyrule, et donc il faut planifier, anticiper, rationner sa nourriture, cueillir, farmer. C'est aussi prêter attention au camp ennemi, c'est aussi savoir si je peux prendre la décision, est-ce que j'attaque pas, est-ce que je suis assez fort. Et c'est aussi la mémoire, quelles recettes j'utilise pour avoir des plats qui vont me donner des ressources, des forces, et quels lieux intéressants j'ai déjà visités ou pourrais visiter à l'avenir. C'est aussi de nombreux échanges avec la nécessité de savoir calculer les commerces, les prévisions, etc. C'est aussi utiliser sa mémoire, les discussions avec les personnes, se rappeler de qui nous a dit quoi, qui nous a redirigé vers quoi, trouver des indices pour aller résoudre des quêtes, etc. La mémoire rentre beaucoup en jeu quand on parle de RPG. Pareil, là c'est pas j'attaque ou j'attaque pas, c'est plutôt j'achète ou j'achète pas, parce que la prise de décision c'est aussi se dire si maintenant j'achète ces vêtements pour lutter contre le froid, est-ce que j'aurai de quoi m'acheter encore un stock de flèches suffisant par exemple. Et enfin, la cognition sociale, c'est important de le rappeler aussi, parce qu'ici, ça va être se mettre à la place des autres, arriver à se rappeler de leurs états mentaux et de leurs intentions, notamment quand il y aura des personnages suspects, par exemple. Ça va être également de la recherche avec l'utilisation du visio-spatial pour explorer les recoins, porter attention, percevoir les détails, les indices, savoir quelle quantité je recherche. Est-ce que j'ai besoin de 5 pommes? Est-ce que j'ai besoin de 10 fagots de bois? Pour qui? À qui est-ce que je dois les ramener? Et c'est aussi de la planification puisqu'on va chercher stratégiquement, on va éviter d'aller 15 fois aux mêmes endroits, bien sûr. Les combats, évidemment on parle de combat, le combat c'est de l'anticipation. Est-ce que je suis assez fort? Est-ce que j'ai assez de points de vie? Est-ce que j'ai les armes suffisantes puisqu'on est sur des armes cassables? C'est aussi la capacité d'alerte, savoir repérer un bruit, un mouvement d'ennemis cachés, d'éventuels pièges qui se trouveraient là. C'est savoir faire preuve de flexibilité mentale, trouver une solution de rechange, une solution de repli, devoir battre en retraite par exemple, changer de stratégie si on se rend compte que ce qu'on fait ne fonctionne pas. Et encore une fois de la mémoire parce que c'est se souvenir de la difficulté de chaque ennemi et de ses capacités. Et évidemment quand on parle de The Legend of Zelda, on parle d'histoire, on parle d'un scénario, on parle de quelque chose qui se dessine derrière tout ce qu'on est en train de faire, et ici c'est donc mémoriser les différents événements qui se sont passés pour que l'histoire qu'on nous raconte nous semble cohérente. C'est aussi donc être attentif aux explications qui sont données par les personnages, savoir prioriser les quêtes, qu'est-ce que je veux résoudre de l'histoire et dans quel ordre, et c'est aussi de la cognition sociale, puisque pareil, c'est assimiler la façon de penser des personnages principaux pour les comprendre. Par exemple, Revali, qui est le prodige des Piaf, donc c'est genre d'homme-oiseau, est particulièrement insupportable. Quand je me mets à sa place, je me dis « Oh là là, je m'appelle Revali et je suis vraiment insupportable », bref, je m'égare. Mais prenons ici l'exemple d'une quête toute particulière qui s'appelle « Une affaire en plein essor ». Et vous allez voir, notre cognition y est très sollicitée. Vous partez du village des limites. Après la quête Le Maître du Bonheur, l'un des 3 charpentiers avec qui vous avez discuté en achetant votre maison s'en va pour bâtir un nouveau village dans une région voisine, Akkala. Grosaillé, dont la laideur de la coupe de cheveux n'a d'égal que la résolution de cette image, va alors vous demander votre aide pour construire son nouveau village, E0, parce qu'il part de zéro. Vous allez alors devoir apporter des fagots de bois pour construire les bâtiments du village, mais aussi amener les villageois et les villageoises qui possèdent diverses capacités afin que le village puisse prospérer. Une règle fondamentale qui va un peu bloquer vos recherches et vous demander de cibler un peu ce que vous faites, c'est que le nom des villageois et villageoises doivent tous finir par IE, I-E-H, tel qu'exigé par la société à laquelle appartient Grosaillé. Notez que cela limite rapidement les possibilités de recrutement. Les ressources humaines, c'est vraiment plus que c'était. En ce qui concerne les fagots de bois, Grosaillé va vous en demander 10, puis 20, puis 30, puis 50. Combien? Vous êtes en train de sauver le monde et vous n'avez évidemment pas que ça à faire. Mais, comme il vous rappelle quelqu'un, vous collaborez. Vous allez donc devoir chercher des villageois et des villageoises de tous horizons, à commencer par quelqu'un qui pourrait, aider à déblayer les rochers. Grosaillé vous explique alors que le peuple des Gorons est le plus à même d'abriter un tel personnage.
Grosaillé va ensuite vous demander de trouver quelqu'un capable de faire de la couture et vous vous lancez donc à la recherche d'une guerrière de la tribu du désert Gerudo. Donc la meuf est une guerrière amazone bien badass, mais vous devez la chercher pour ses compétences de couture. Bien Nintendo, bien. On ne te remercie pas. Vous allez ensuite vous rendre au village Piaf, qui abrite des sortes d'humains oiseaux. Du coup ça rend le nom du village vachement drôle, puisque Piaf, c'est comme ça qu'on appelle des oiseaux, et c'est en ça que c'est une blague, c'est en ça que c'est comique, c'est en ça qu'on voit que Nintendo a cherché par l'éloquence, a cherché par la grandeur d'esprit peut-être. Ils ont voulu montrer combien leur importait cette tâche du comique de trouver la situation et de finalement être parfois seul, l'homme, face à l'absurde. Bref, vous vous rendez au village Piaf où vous rencontrez Pervier. Ouais, c'est ça comme épervier. Et comme Grosaillé recherche justement quelqu'un pour la logistique, le transport de marchandises et le commerce, c'est parfait, vous avez votre commerçant. Oh joie! Grosaillé vous annonce qu'il va se marier parce qu'il a pécho Cornuillé, la fameuse guerrière Gerudo. Après avoir versé une petite larme, parce que mine de rien, Link est un homme très sensible et de bonne volonté, vous allez devoir trouver un prêtre. Et pour ça, rien de tel que le peuple Zora, mi-poisson, mi-homme et remi-poisson derrière. Vous n'avez plus qu'à aller inviter les collègues de Grosaillé, parce que quand même, envoyer 2 faire-part, c'est vachement compliqué et que vous êtes devenu son de pigeon voyageur. Le respect est mort. Et donc, neuropsychologiquement parlant, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau de vous raconter l'histoire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme et de quoi a-t-on besoin pour résoudre cette quête? Eh bien, on va commencer avec l'exploration visuo-spatiale. Il va falloir en effet fouiller la carte, divers recoins, bien savoir se repérer. Ensuite, la planification, parce qu'il faut organiser son voyage en étapes. Si vous avez quelqu'un à aller chercher, vous allez essayer de ne pas tourner en rond pendant des heures, d'avoir des indices, de vous rappeler peut-être aussi de la personne que vous avez déjà croisée, qui vous a donné l'emplacement, etc. Un peu de la mémoire donc. Toujours la mémoire donc, parce qu'il faut se rappeler des endroits qu'on a visités, mais aussi finalement de qu'est-ce que nous ont déjà dit chacun des personnages. Évitez de faire la même chose en double. Et il va falloir explorer longuement, de jour comme de nuit, dans plein d'endroits, donc des capacités d'attention, de concentration, de focalisation à toute épreuve, prête à alerter, je dirais même prête à jaillir au moindre soubresaut. Et je peux pas terminer cette vidéo sans une petite mise en garde malheureusement, car les jeux vidéo peuvent être aussi une source d'addiction. On peut retrouver un usage excessif normal, c'est-à-dire des joueurs et des joueuses qui vont vraiment être longtemps sur le jeu, mais sans que cela ait d'impact dans les autres sphères de leur vie, ou sans qu'il y ait de risque de dépendance, sans qu'il y ait de conséquences négatives, disons. Et on a ensuite l'usage problématique cette fois, où là on peut aller vers la dépendance, des modifications du comportement, des syndromes de sevrage, un besoin de jouer trop, même quand cela a des conséquences négatives sur notre vie, etc. Petite parenthèse, quand on parle de facteurs de risque de dépendance, je trouve intéressant d'en parler ici. On retrouvera par exemple le fait d'être quelqu'un qui a une inhibition sociale, qui a peut-être une tendance aussi à l'agressivité. Quelqu'un qui a une tendance à l'ennui, qui est en pleine recherche de sensations, qui a parfois un faible sentiment de contrôle de soi. Et en général, on va retrouver une faible socialisation et des difficultés à s'adapter à la vie réelle, d'où le fait de se réfugier dans le jeu, avec des amis en ligne, etc. Ceci est une vignette, ça ne représente pas évidemment les joueurs et les joueuses de jeux vidéo à l'excès dans leur ensemble, c'est juste un exemple de ce qui peut pousser à la dépendance aux jeux vidéo. Et pour ce qui est des comorbidités, donc des troubles associés qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui souffre d'une dépendance aux jeux vidéo, on aura par exemple le trouble anxieux généralisé, le trouble panique ou encore la dépression. Et attention donc aux conséquences négatives de cette dépendance avec le sacrifice des autres loisirs, des autres sphères de la vie quotidienne, le sommeil, l'alimentation qui seront impactés aussi. Une augmentation de la solitude, des pensées suicidaires, une diminution du bien-être. Et pour lutter contre tout ça, pour accompagner quelqu'un qui souffre de cette dépendance aux jeux vidéo, on peut utiliser les thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi l'entretien motivationnel par exemple. Il existe plein de pistes possibles avec plein de thérapeutes différents. Ah oui aussi, je vais même pas m'amuser à le décortiquer, mais non, les jeux vidéo ne rendent pas violents, point. Quelle indignité. Donc les jeux vidéo peuvent entraîner notre cognition, stimuler, aider parfois à sociabiliser aussi. Ils peuvent permettre parfois une décharge, par exemple après une longue journée à l'école, à la fac, au travail, où on a besoin un peu de récompense, on a besoin de réussir quelque chose, on a besoin de souffler, de diminuer un peu le stress.
Et jouer aux jeux vidéo peut donc même être cathartique, et c'est justement là que la violence des jeux peut aider à se défouler, à faire sortir quelque chose. Donc, jouez, mais comme tout, avec modération. Je vous propose de nous arrêter ici sur cette longue vidéo qui fait un peu l'état des lieux entre les jeux vidéo et leur lien, leur impact sur notre cognition. Donc jouez avec des potes ou tout seul, déchargez un peu le stress, utilisez les jeux vidéo pour tous leurs bienfaits, ça fait travailler aussi un petit peu la cognition, je le dis, je me répète, les études l'ont démontré. Mais à outrance, ça peut avoir des effets délétères, ça peut entraîner une addiction, une dépendance, et donc on peut perdre plein de choses, on peut s'oublier, on peut s'isoler, donc faites quand même attention à vous. On s'arrête ici les dinos, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bel automne, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube, on se retrouve pour le Raptor Neuropsy pour le prochain épisode très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Hasta luego, arrivederci.